Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Nvidia. Forcément, les résultats sont sortis, ça a eu un impact sur la macroéconomie assez léger, je vais vous expliquer pourquoi, et surtout pourquoi ça montre vraiment que l'intelligence artificielle est en cours de construction actuellement, que ce soit dans la finance traditionnelle, mais aussi certainement dans la partie blockchain. On va revenir aussi sur les différents narratifs, comment les narratifs vont se dérouler, et lesquels sont en avant, malgré le fait qu'ils soient en sous-performance. Et on va se diriger après tout simplement sur de l'analyse technique pure et dure, où on va comprendre pourquoi Bitcoin est en train de consolider maintenant alors qu'on est en clôture mensuelle, et oui, on est en train de clôturer le mois d'août, ça passe très vite, et justement, on va revoir tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CryptoLise, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va commencer par les résultats d'NVIDIA. Et oui, on va pas parler tout de suite de crypto, mais c'est très important NVIDIA, parce que c'est lui qui tire forcément une partie du marché. Il y a beaucoup de mèmes qui traînent sur Nvidia en ce moment, où on voit justement Nvidia qui porte la totalité de la finance traditionnelle et de la tech. Je pense que c'est un peu exagéré, mais on en est quand même vraiment pas loin, et on a eu des résultats qui étaient plutôt positifs, avec, même si ça se voit pas au niveau du cours, avec derrière des chiffres qui sont au-dessus des prévisionnels, et 30 milliards de chiffres d'affaires, par rapport à 28, un petit peu plus de 28 qui étaient en prévisionnel. Malgré ça, on s'est retrouvé sur une chute de Nvidia, chute qui a été plutôt contrôlée, hein, malgré le fait que quand on regarde les médias, on se dit que c'est en train de cracher, alors que ça n'a absolument pas bougé. Enfin, ça a bougé un petit peu par rapport à l'habitude des finances traditionnelles, dans lequel forcément quand on perd 2-3%, on se pose des questions, alors que quand on fait de la crypto, 2-3%, c'est plutôt la journée classique, voire même on se dit qu'il y a assez peu de volatilité. Mais la réalité, c'est surtout qu'il y a une véritable réaction épidermique par rapport aux résultats qui sont donnés, non pas par rapport au fait qu'ils soient positifs ou non, mais sur la diminution réelle de l'évolution des résultats, et forcément les investisseurs qui ont été habitués à avoir une courbe d'accélération de ce style-là, forcément se posent des questions sur la diminution réelle que l'on peut avoir de l'accélération des revenus. Mais en même temps, c'est normal. Mais le problème, c'est que cette normalité, quand on a été nourri sur des phases d'accélération très fortes au niveau de Nvidia, pose beaucoup de questions, et c'est pour ça que le marché est en train tout simplement de pricer des éventuelles chutes que l'on pourrait avoir, une baisse des revenus sur notamment 2025 à terme, et ce qui est plutôt en même temps logique, mais pas des baisses de revenus, mais des baisses d'évolution du revenu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être 250% systématiquement d'évolution, à ce moment-là, ils vont peut-être aller chercher des revenus qui vont être en croissance à 50, 30%, et donc forcément, le titre va perdre de la volatilité, et les gens sont en train de pricer ça. Encore une fois, on fait toujours très attention de ce côté-là, parce que Nvidia porte énormément, et il y a toujours la réflexion de est-ce que Nvidia est oui ou non acteur, moteur de la bulle de l'intelligence artificielle. Pour rappel, Nvidia est une société excessivement rentable parce qu'elle vend principalement de la puissance de calcul, en tout cas ce qui permet d'avoir la puissance de calcul, à des géants comme Google, comme Amazon, comme Microsoft, qui eux veulent construire l'intelligence artificielle. Donc forcément, étant donné que c'est un des producteurs, si c'est pas le leader de la production autour de l'intelligence artificielle, de la puissance de calcul autour de l'intelligence artificielle, elle est excessivement rentable parce que tout le monde est en train de courir par rapport à ça. Même si Nvidia commence à avoir des concurrents qui commencent à se faire connaître comme Huawei, qui sont en train de tester par exemple par Apple, dans tous les cas, ça va être clairement à surveiller. À savoir que actuellement, on part d'OpenAI qui va lever encore une fois des fonds avec une capitalisation à 100 milliards. On commence à avoir un petit peu d'évolution sur la capitalisation réelle que pourrait avoir OpenAI si jamais elle rentrait en bourse. Bien que je pense que c'est sous-évalué actuellement, mais elle est en train de lever des fonds. Pourquoi elle lève des fonds? Parce que tout simplement, l'intelligence artificielle actuellement, notamment OpenAI, n'est pas rentable du tout. Et oui, c'est une réalité, ils perdent de l'argent continuellement, et ils essaient d'avancer très vite sur des nouveaux produits, donc ça veut dire qu'ils brûlent énormément de cash, c'est pour ça qu'ils ont besoin de lever des fonds. Et justement, là, on a une réflexion. Est-ce que, oui ou non, les chiffres de Nvidia sont représentatifs d'à quel point l'intelligence artificielle va être rentable in fine, mais pour moi ça fait écho réellement à ce qui s'est passé notamment avec les réseaux sociaux et Facebook. Pour rappel, Facebook est rentré en bourse alors qu'il n'était pas rentable, et on fait une série de levées de fonds en amont parce qu'il n'était pas rentable et qu'ils étaient en train de construire quelque chose qui à terme allait créer Meta. Et pour rappel, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est Meta par rapport au lancement en bourse, qui n'était pas là à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là ça ne s'appelait pas Meta, mais en l'occurrence ça s'appelait Facebook, tout simplement. Et si on regarde sur le Nasdaq et qu'on dézoome un maximum, et oui, pour rappel, c'est lancé ici dans les alentours des 45 $, ça s'est effondré dans les 20 $, voire même plus bas, hein, d'après mes souvenirs,
et ensuite c'est reparti de façon très très haute, et on est dans les 500 $. Parce qu'entre-temps, on est devenu sur une plateforme qui a racheté énormément d'autres plateformes et est devenue excessivement rentable. Est-ce que c'est pas la voie qui est en train d'avoir l'intelligence artificielle maintenant, et que justement on est dans les phases de levée de fonds, et la personne qui en profite le plus, clairement, c'est Nvidia. Mais que va-t-il se passer quand en effet toute la puissance de calcul sera construite, qu'on aura besoin peut-être de moins de puissance de calcul, ou peut-être même tout simplement qu'on aura des concurrents qui seront sur le marché de Nvidia pour l'intelligence artificielle. À ce moment-là, c'est sûr et certain, Nvidia, une baisse des revenus, mais ce ne sera pas lié principalement à l'intelligence artificielle, mais plus à une structuration, une maturation du marché. En tout cas, clairement, c'est positif pour le narratif de l'intelligence artificielle dans la blockchain, parce que si on a OpenAI qui continue à performer, qui lève des fonds, ça veut dire qu'ils vont sortir des nouveaux produits, et on a bien vu qu'à chaque hype autour des nouveaux produits, on a le narratif d'intelligence artificielle sur la blockchain qui, justement dans les cryptos, pousse et donc profite de cet événement. Et à côté, on essaie de défendre d'autres narratifs, comme par exemple le gaming autour du Web3. On sait très bien que la blockchain et le Web3 et les NFT ont un rôle réel à faire au niveau des microtransactions dans l'utilisation du gaming. Le fait de pouvoir avoir un objet, par exemple, qui nous appartient réellement à travers un NFT dans un jeu, et que l'on peut potentiellement déplacer ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant pour le gaming, mais le problème c'est que ça a beaucoup de mal à performer, ou en tout cas on n'a pas d'hyper accélération, on n'a pas de narratif vraiment qui prend forme, parce que aussi c'est une généralité, on a beaucoup en fait de crypto qui tournent autour soit de studios, soit à côté d'infrastructures pour pouvoir le mettre en place, mais on a peu de valorisation qui se déverse dedans, alors que l'utilisation en elle-même est en train de se faire petit à petit. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau du RWA, le Real World Asset. On sait très bien que la tokenisation des assets réels est quelque chose qui apporte énormément de valeur, que ce soit à des géants financiers comme JP Morgan, comme BlackRock, mais à côté, une grosse partie des protocoles qui, justement, travaillent autour du RWA et les cryptos qui sont autour du RWA sont purement spéculatifs, ils n'ont pas forcément d'intérêt fort à être détenus. Et c'est peut-être ça aussi la problématique de certains narratifs, ça va être de voir, est-ce qu'on rentre dans une phase de spéculation pure, ou est-ce qu'on a une véritable utilité structurelle qui se met en place, avec une phase de spéculation, et à ce moment, on aura quelque chose qui sera vraiment très positif. Pour l'instant, il va falloir faire, encore une fois, attention à la typologie de narratif, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un nouveau narratif qui est en train de prendre le pas, avec Kakao et Line. Alors peut-être ça ne vous parle pas, mais Kakao, c'est une très très grosse société, mais notamment ils ont une partie Messenger Application qui est utilisée par 96% de la Corée du Sud, et Line, si vous ne connaissez pas, c'est la plus grosse application de message au Japon aussi, donc les deux géants vraiment de cette partie-là du globe sont en train de s'allier pour lancer une blockchain de layer 1 pour pouvoir justement intégrer ce que Telegram a lancé avec justement des applications dedans et un travail au niveau de la crypto en termes de micro-paiement. On n'a pas encore d'informations dessus, mais clairement, ils sont en train de créer l'infrastructure nécessaire pour pouvoir faire une super app. Encore une fois, c'est un narratif à proprement parler. Si on regarde comment Elon Musk aborde X et sa volonté de transformer en super application, on sait qu'on en est vraiment pas loin, encore une fois, et que ça pourrait être même un narratif à part entière, et il va falloir surveiller tout ça. On attaque la partie macroéconomie. Somme toute, ça a assez peu bougé, hein. On voit qu'on est en weekly, toujours dans une phase de consolidation. Nvidia a assez peu fait bouger des montagnes, malgré le fait que les résultats étaient positifs, on a eu une chute mais qui a été plutôt bien absorbé, que ce soit par le Nasdaq, que ce soit par le S&P 500, donc rien de vraiment très très fort. La seule chose à noter, c'est qu'on a un VIX, VIX qui est l'indice de volatilité du S&P 500, sous-entendu les options qui permettent de couvrir les mouvements très forts du S&P 500, qui est en cours d'augmentation, qui a été, qui s'est accéléré en tout cas hier, ou qui a eu une peur qui s'est mise en place, parce que c'est la peur du mouvement de Nvidia. Dans tous les cas, il y a une préparation à la volatilité quand on voit normalement une augmentation du prix des options sur la volatilité du S&P 500, donc c'est-à-dire le VIX. Donc on pourrait attendre, encore une fois, à avoir un vendredi assez volatile sur le marché traditionnel et certainement aussi sur BTC. Plusieurs raisons, c'est on est sur une clôture vendredi, ok, donc clôture weekly, notamment sur le CME et les marchés traditionnels, mais aussi on est dans une clôture d'août, donc forcément, on a des prises de profit, on a une structuration qui est en train de se faire avec une consolidation de différents niveaux, et il est normal d'avoir la volatilité sur ces vendredis-là. C'est quelque chose qu'on a toujours eu, et donc c'est quelque chose qu'on peut s'attendre, que ce soit sur le marché traditionnel ou que ce soit même sur BTC, tout simplement. Je vais vous laisser cette image-là pour dézoomer un petit peu, c'est la clôture du mois d'août qu'on va avoir, on en parlera certainement demain, mais en l'occurrence, on arrive à maintenir à peu près des niveaux clés dans lesquels on est
au-dessus des différents niveaux de clôture. C'est plutôt positif. Tant qu'on arrive à tenir ces niveaux-là, ça veut dire que on arrivera certainement à consolider au-dessus, à avoir un mois de septembre qui ne sera pas forcément à la baisse, ou en tout cas dans lequel on aura une finalité haussière qui sera beaucoup plus forte. On n'oublie pas que les bougies japonaises sont très importantes, et notamment les clôtures mensuelles, qui permettent d'avoir une temporalité générale. C'est vrai que le mois d'août a été très compliqué, notamment avec son ouverture, avec une chute qui a été drastique, et dans lequel on a du mal à s'en remettre. Et quand on regarde, sur un petit peu plus court terme, cette fois-ci en daily, toujours sur le CME, on voit qu'on a certes chuté sur l'ouverture du CME, mais vous allez voir tout à l'heure, on a surtout rangé et consolidé dans les niveaux des 59 500. On a laissé un gap CME qui est important, gap CME qui est ici ce trou de cotation que l'on voit ici. Donc entre le moment où le CME a été fermé et passé au jour suivant, on voit qu'on a un trou de cotation qui n'a pas été comblé. Généralement, les gaps du CME ont tendance à être comblés. La question, c'est est-ce que ça va être comblé aujourd'hui avec une hyper accélération pour aller retester les 61 500, 62 000 potentiellement pour ensuite rechuter et faire une continuité baissière, ou tout simplement est-ce qu'on fait une continuité baissière pour retravailler les 57 000 potentiellement et repartir. C'est les deux scénarios pour moi qui y sont. Si je dois les schématiser facilement, ce serait d'aller chercher ici la résistance pour ensuite aller potentiellement retravailler cette zone-là, ou deuxième scénario pour moi, qui est aussi tout à fait normal, c'est d'aller retravailler cette zone-là pour aller ensuite chercher la résistance, la casser, consolider au-dessus et repartir au-dessus. D'accord? Pour moi, on est vraiment dans ces deux schématiques-là. Clairement, on va pas se cacher que le BTC est quand même très très faible en ce moment. Très faible, parce que quand on regarde les inflows et les outflows, on voit qu'on est encore sur une deuxième journée à perte, 105 millions de dollars qui sont sortis des ETF spot, et quand on commence à regarder un petit peu le positionnement des top traders, quelque chose qui est très important pour moi, on voit que leur position est toujours neutre depuis le 16 août, et quand on regarde, c'est à partir du moment où on a eu cette phase d'accélération, on voit qu'on a eu une diminution des positions qui ont été mises en place, et donc ça veut dire que ici, suite à la chute que l'on a eue sur le 5 août, on a eu une cassure réelle des tendances au niveau des top traders, donc ça veut dire que les positions et les positionnements sont neutres actuellement, ils sont plus en phase de couverture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise de position, et ça c'est très important, c'est quelque chose que l'on voit aussi ici au niveau du funding rate. On voit qu'on a quelque chose qui oscille beaucoup entre long et short, donc on a une consolidation. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une tendance, on est vraiment dans quelque chose qui consolide, à proprement parler, et c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal et qu'on a cette sensation de léthargie, cette sensation où il ne se passe absolument rien, où on a un cours du BTC qui reste relativement flat. Si on rentre dans une heure, et oui, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, dans lequel on va regarder où on en est en une heure, et on voit qu'on est dans quelque chose qui est flat. Tout simplement, la journée d'hier, on est totalement ici très peu volatile, dans lequel on a oscillé entre 60 200 et le niveau le plus bas c'était 57 000 avec de la liquidation, 58 000, mais ça reste quand même très peu de mouvement dans une zone qui peut être très compliquée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a réintégré ici sur une rupture et le gap CME est dans la réintégration, c'est ça qui est intéressant, ici, de la figure que l'on avait et qu'on avait quitté par la hausse. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est allé faire un break, on est allé chercher la liquidité, on a cassé. En bas, on a réintégré et on est allé chercher de la liquidité qu'on avait notée déjà il y a relativement longtemps. On avait noté dans les alentours du 20-21 août. On est allé chercher juste avec cette mèche-là. La question c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la réponse est suffisante? J'ai envie de vous dire non, pas forcément. Donc encore une fois, on est sur un BTC qui est relativement flat, assez peu de volatilité. Et à côté, on a une macro qui est compliquée aussi, et on se retrouve derrière avec ici des inflows et des outflows au niveau des ETF spot Bitcoin qui ne sont pas suffisants, ou en tout cas avec une direction pas suffisamment forte pour pouvoir animer le marché. Encore une fois, on est dans une clôture d'un mois qui est compliqué, le mois d'août. Alors je vous rassure sans vous rassurer, le mois de septembre est pas forcément plus simple aussi, mais en tout cas, généralement, le mois de septembre est généralement la prémisse du 4e trimestre, qui est toujours plus volatile que l'été, et qui, ici, dans notre cas, pourrait être la phase d'expansion que l'on attend au niveau de la mise en place du bull run. Si jamais vous vous posez des questions sur la gestion de votre stratégie, si vous manquez des informations pour construire votre portefeuille ou votre stratégie de vente, n'oubliez pas que vous avez en commentaire en description la possibilité d'avoir accès à ma méthode d'investissement qui est disponible en commentaire en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.